Alors, on va commencer. On a maintenant 5 personnes sur la ligne. Bienvenue tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Nous allons commencer. Bon, si les personnes qui manquent se joignent à nous, ils pourront embarquer dans la discussion plus tard. Alors, je me représente, je me présente à nouveau. Mon nom est Ligia Pena, je suis consultante en collecte de fonds, je suis située à Montréal et en tant que consultante, je travaille avec des petits moyens organismes pour les aider à monter des campagnes de financement. Et dans le cadre de mon travail, je suis aussi formatrice à différents niveaux, dont notamment pour ce projet du dossier des organismes de bienfaisance. C'est un projet qui est financé par l'Agence de revenus du Canada. Alors, je ne suis pas une employée de l'ARC, je ne les représente pas, donc essentiellement ce que je fais, c'est que je partage avec vous les informations de l'ARC. Avant de commencer, avant de rentrer dans la matière, je veux juste m'assurer que que vous pouvez tous m'entendre. Si vous avez des problèmes à m'entendre, vous n'avez qu'à contacter directement Webex et ils vont pouvoir vous donner un soutien technique à ce niveau-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le champ message instantané qui est situé à la droite de votre écran. Alors, vous pouvez le taper et je vais faire mon meilleur de répondre à toutes vos questions. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est, si vous avez des questions, les noter et puis à la fin de la présentation, on va prendre le temps nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Donc, s'il y a un thème en particulier qui n'a pas été très clair ou si vous avez besoin que je répète quelque chose, il me fera plaisir de le refaire. Alors, allons-y. Alors, voici, il y a le numéro ici pour Webex si vous avez besoin d'un soutien technique. Alors, le dossier des organismes de bienfaisance est un projet conjoint entre le Centre de recherche et développement sur le secteur bénévole de l'Université Carleton et le Conseil des services communautaires de Terre-Neuve et Labrador. On a développé une série de modules d'ateliers de formation pour aider les organismes de bienfaisance à se conformer aux directives de l'ARC, notamment les lignes directrices sur le financement qui ont été publiées en juin 2009. Alors, nous avons développé une série d'ateliers qui traitent sur toutes les mesures à prendre pour conserver le statut d'organisme de bienfaisance enregistré, des modules sur les règlements régissant l'émission de reçus d'impôts, etc. Alors, si vous n'avez pas eu le plaisir de participer à une des sessions, soit par téléphone, soit sur le web ou en personne, pour les 3 prochaines semaines, les 3 prochains vendredis à la même heure, à 13h, je vais donner la formation en petits morceaux d'1 heure. Alors, donc, vous aurez l'opportunité d'obtenir les informations de ces ateliers-là. Alors, pour ce faire, vous pouvez aller vous inscrire sur le site de The Charities File, dont le lien, le site Internet est situé ici. Alors, l'aperçu de cet atelier, en fait, l'objectif, c'est de vous donner des renseignements généraux et non des conseils. Par contre, étant donné que je suis moi-même consultante en collecte de fonds, des fois, c'est plus fort que moi. S'il y a une réponse que je peux répondre, s'il y a une question que je peux répondre en ma capacité de consultante, il me fera plaisir de partager ces informations. L'atelier n'est pas sur comment ramasser des fonds, mais c'est plutôt pour partager des ressources pour vous aider à faire en sorte que les activités de financement que vous allez entreprendre dans votre organisme respectent toujours les lignes directrices de l'ARC. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire les lignes directrices. Faut dire que c'est pas exactement un document qui est très, très, très excitant. C'est quand même un document fonctionnaire, mais il y a des informations très importantes que tous les organismes enregistrés doivent être au courant. Donc, notamment, comment séparer les dépenses de financement des autres dépenses.
comment attribuer ces dépenses-là au formulaire T3010, donc la déclaration annuelle que chaque organisme de bienfaisance doit soumettre à l'Agence de revenus du Canada. Ça l'explique comment traiter les activités qui ont plus d'une fin. Ça l'explique aussi qu'est-ce qui est considéré une pratique de financement acceptable et quelles sont les activités qui peuvent entraîner des sanctions, que ce soit une pénalité, des amendes ou même à la rigueur, dans les pires des cas, ce serait la révocation de votre statut charitable. Et naturellement aussi, ça aborde et ça donne des renseignements généraux sur tout ce qui est la question de l'émission de reçus de dons. Donc, qu'est-ce qui est considéré un don, qu'est-ce qui ne l'est pas, et quels sont les règlements qui régissent les reçus de dons. Alors, naturellement, quand on parle de financement, on parle de recherche de financement auprès des individus. Donc, ce que l'ARC fait, la raison pourquoi vous devez remplir vos formulaires, c'est qu'ils veulent quand même évaluer et analyser que les organismes font exactement ce qu'ils doivent faire. Et une des façons que l'ARC, une des méthodes que l'ARC utilise pour évaluer l'efficacité des activités de financement d'un organisme, c'est le ratio de financement. Le ratio de financement d'un organisme c'est un calcul très facile. L'ARC, il prend la ligne 50-20, qui est la ligne qui est les dépenses de financement, divisé par les revenus du financement. Et dans les revenus du financement, l'ARC utilise les informations qui sont indiquées à la ligne 4500, qui est la ligne des revenus de financement où un reçu d'impôt a été émis, plus la ligne 4630 qui est les revenus de financement où il n'y a pas eu de reçus de dons qui ont été émis. Alors, toutes ces informations sont sur votre formulaire T3010, votre déclaration annuelle. D'après l'ARC, naturellement, il y a des cibles qu'elle préfère que vous cibliez et que vous respectiez. Alors, si votre ratio de financement est inférieur à 35%, l'ARC ne va pas s'en occuper trop parce que c'est considéré comme un niveau acceptable et que ça ne va pas engendrer des préoccupations ou une analyse approfondie. Toutefois, dès que votre ratio commence à dépasser 35, ça va de 35 à 70%, l'ARC va possiblement faire un examen de vos dépenses. Donc, ils vont peut-être vérifier si vous attribuez les dépenses à la bonne place, est-ce qu'il y a des mesures qui doivent être prises pour faire en sorte que vous gardiez votre ratio inférieur à 35%. Par la suite, par contre, si votre ratio de financement dépasse le 70%, donc si c'est supérieur à 70%, ça va naturellement absolument susciter quelques préoccupations. Alors, ça sera à l'organisme d'expliquer la raison que soudainement, le ratio est rendu à plus de 10%. Naturellement, ils peuvent avoir plusieurs raisons, notamment peut-être ça peut être une question de la crise économique, par exemple, ou peut-être l'organisme décide de faire des stratégies d'acquisition de donateurs. Donc, il y a eu des gros investissements d'argent en financement, mais que le retour sur l'investissement n'a pas été encore atteint. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, tout ça pour dire que oui, il va falloir être préparé à répondre à ces questions-là. Mais par contre, il faut savoir comment bien défendre le raisonnement. Si ça arrive que c'est juste une année où le ratio est élevé, bon, vous allez peut-être avoir à répondre à des questions, mais il n'y aurait pas de question vous n'allez pas perdre votre statut charitable parce qu'une année, votre ratio est élevé. Toutefois, si c'est une pratique courante et au fil des ans, votre ratio reste toujours supérieur à 70%, là, oui, il pourrait avoir question de problème avec l'ARC. Par contre, le ratio de financement n'est pas le seul indicateur, mais c'est quand même un indicateur important d'évaluation de l'efficacité de financement. Donc,
lorsque un ratio élevé peut entraîner l'examen de pratique, un examen des pratiques de financement, l'ARC va essentiellement regarder est-ce que l'organisme est en train de faire des activités de financement qui sont complètement interdites. Alors, ils vont essentiellement voir qu'est-ce qui se passe et quelles sont les activités de financement. Je peux vous dire que moi-même, une de mes collègues qui travaille dans une fondation, un autre organisme, son organisme s'est fait vérifier et puis ils sont en train de demander des explications sur différentes choses. Donc, il semblerait que c'est très désagréable. Donc, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de tenter d'éviter à tout prix que ça se passe. Sur le site de Cherry Falls, vous allez retrouver toutes les informations sur les activités de financement qui sont interdites, quels sont les indicateurs de pratique exemplaire et quels sont les éléments qui pourraient être sujets à préoccupation de l'ARC. Donc, vous pouvez trouver les informations sur le site web ou sinon, si vous préférez participer au séminaire sur le web, on va donner ces 3 ateliers-là les 3 prochains vendredis. Mais par contre, naturellement, l'ARC reconnaît que le ratio peut être élevé pour des raisons légitimes. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est quand même, faut quand même être prêt à être capable de bien expliquer le raisonnement. Elle tient en considération la taille de l'organisme de bienfaisance. Comme par exemple, l'ARC reconnaît qu'un petit organisme qui est à ses départs ou un petit organisme qui n'a pas la capacité d'aller chercher beaucoup de donateurs ou qui n'a pas les moyens vont peut-être engendrer plus de dépenses parce que ça coûte plus d'argent à les convaincre les donateurs qu'une grosse fondation, par exemple. Donc, elle reconnaît que la taille d'un organisme peut avoir un impact sur les dépenses et les revenus de financement. Elle tient aussi en considération les causes d'intérêt limitées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que il va y avoir des causes qui vont être, en guillemets, plus sexy que d'autres. Ce qu'on veut dire par ça, c'est qu'il y a des causes où c'est plus facile avoir du soutien financier que d'autres. Disons, par exemple, les organismes qui viennent en aide aux enfants qui sont en train de mourir d'une maladie comme le cancer, va sûrement avoir plus de facilité à convaincre les donateurs qu'un organisme qui travaille dans le secteur de l'environnement, par exemple. Alors, ou de la santé mentale. Alors, l'ARC reconnaît ces défis que les organismes doivent surmonter. Et finalement, bon, tout ce qui est une mise en œuvre de stratégies d'acquisition de donateurs, comme je mentionnais tantôt, si vous décidez d'investir dans des stratégies d'acquisition de donateurs comme acheter ou louer des listes de donateurs, on comprend que l'argent ne va possiblement pas rentrer immédiatement, mais qu'il pourrait prendre 2 ans avant que vous ayez un retour sur votre investissement. C'est la même chose si vous décidez de commencer à faire des dons planifiés, donc tout ce qui est des legs testamentaires, des dons d'assurance vie. La RC reconnaît que c'est des dons que même si vous avez investi pour lancer ces programmes de financement, les dons ne se réaliseront pas jusqu'à peut-être 5, 10, à la rigueur même 20 ans plus tard. Donc, ils reconnaissent cette réalité-là. En fin de compte, votre responsabilité, c'est de démontrer que vous avez des raisons, des motifs légitimes pour avoir un ratio de financement plus élevé. Alors, qu'est-ce que le cycle de planification des activités de financement? Essentiellement, parmi les pratiques exemplaires que la RC propose, la planification, un processus de planification d'activités de financement est un des éléments les plus reconnus et les plus recommandés, en fait. Alors, ce que l'ARC propose, c'est que vous prenez le temps de bien planifier vos activités en fonction des lignes directrices
de l'ARC. Donc, il y a 4 sections en particulier qu'elle propose. Elles sont identifiées ici. Donc, la section 5 qui parle de qu'est-ce qu'une activité de financement. Alors, il faut comprendre que l'ARC, la définition de financement, d'activité de financement de l'ARC, essentiellement inclut tout le processus de planification, de sollicitation de toute demande de soutien financier. Alors, et c'est généralement auprès des entreprises et des individus. Toute demande de subvention auprès du gouvernement ou de fondation n'est pas considérée comme une activité de financement. Donc, il faut tenir ça en compte parce que ça, leur définition de financement, elle est différente de ce que vous et moi allons avoir comme définition de financement dans la réalité de nos organismes. La section 8 parle de l'attribution des dépenses liées aux activités de financement. La section 9, c'est l'évaluation des activités. Et la section 10, les pratiques exemplaires. Donc, les informations qu'on va vous présenter dans cet atelier-là sont toutes tirées de ces différentes sections. Alors, il y a 9 étapes dans le cycle de planification et on va passer un par un. On va passer par chaque section un par un. Alors, en commençant, qu'est-ce qu'une activité de financement? Il faut poser 5 questions pour arriver à la réponse de est-ce une activité de financement? Et essentiellement, l'activité ne peut pas être une activité complémentaire à ce que l'organisme fait. Donc, la première question, est-ce que l'activité comprend une demande de soutien ou une demande de don, que ce soit un don en nature ou en espèces? Si la réponse est oui, alors l'activité est considérée comme une activité de financement. Est-ce que l'activité est en lien avec des demandes de dons? Est-ce que l'activité comprend la vente de biens ou de services? On parle ici, on exclut par contre ici tout ce qui est les activités commerciales. Donc, un organisme peut avoir une activité commerciale, comme par exemple, un exemple qui est souvent cité serait un organisme qui travaille avec des itinérants, mais qui a comme activité commerciale une friperie qui essentiellement génère des revenus pour l'organisme. Ça, c'est une activité commerciale complémentaire et ce n'est pas considéré comme une activité de financement. Une autre question à se poser, est-ce qu'il y aura des reçus pour fin d'impôt pour les dons qui sont reçus et est-ce que l'activité comprend la planification de futures demandes de soutien financier? Si ces 5 questions, on a une réponse oui, alors effectivement, l'activité est une demande, est une activité de financement. Donc, la préparation initiale de ces activités, on vous suggère, on vous recommande en fait de consulter la section 7, qui parle des conduites interdites dans le cadre d'une activité de financement. Donc, parce que naturellement, si on va faire notre planification, on veut s'assurer que nos stratégies de financement ne vont pas à l'encontre du principe de l'ARC, de ce qu'ils considèrent comme une conduite interdite. Donc, il faut juste s'assurer que c'est quand même permis. Alors, essentiellement, ce que l'ARC propose, c'est que de s'assurer que les activités de financement soient accessoires, essentiellement des activités qui vont venir, qui sont parallèles et venir en aide au programme de bienfaisance, donc au programme ou au service que l'organisme offre à la communauté. Et par la suite, il faut élaborer tous les outils, des processus de suivi de toutes ces dépenses, des dépenses et des revenus, afin de s'assurer que on garde un ratio quand même acceptable. Quand on parle du ratio, j'ai oublié de mentionner ça tantôt, quand on a parlé du ratio, on parle des résultats finaux à la fin de l'année, des résultats finaux, pardon. De la déclaration. Par contre, ce que vous pouvez faire pour vous assurer que vous avez quand même une activité bien préparée, vous pouvez faire une projection en fonction
de vos revenus et vos dépenses pour voir si vous allez quand même respecter des ratios. Donc, vous pouvez calculer le ratio de financement par activité. Donc, c'est une bonne façon d'évaluer, de s'auto-évaluer au courant de l'année. Alors, dans la préparation d'activités de financement, c'est toujours recommandé qu'avant de commencer à participer, de voir qu'est-ce qui s'est fait l'année antérieure. Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce qu'il y a des modifications à faire? Est-ce qu'il y a des changements qui peuvent être apportés qui vont faire en sorte que vos activités de financement vont avoir le même résultat ou un meilleur résultat? Est-ce que, essentiellement, on veut savoir, est-ce qu'on a appris quelque chose? Est-ce qu'il y a des indicateurs des résultats de l'année antérieure qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir avoir des meilleurs résultats? Parce qu'en fin de compte, dans toutes nos activités de financement, on veut toujours s'assurer qu'on s'améliore et que ça va toujours de mieux en mieux et de ne pas toujours stagner, donc toujours rester au même niveau. De plus, c'est une bonne façon de se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres options qui seraient viables? Par exemple, si l'idée est d'organiser 3 événements durant une année qui vont être des événements de financement, la question qu'il faut se poser est-ce qu'il y a une autre approche, une autre stratégie que l'on peut utiliser qui va être moins coûteuse, qui va qui va avoir besoin de moins de ressources, mais qui va quand même donner le même résultat, sinon à la rigueur, un meilleur résultat que, disons, organiser 3 événements. Donc, par exemple, suite à l'analyse, on peut peut-être se rendre compte que en organisant juste un événement, mais en faisant de la sollicitation face à face, ça va être une meilleure option pour l'organisme. Alors, naturellement, tout ça, c'est toujours dans l'optique, comme je dis tantôt, de maintenir le ratio à 35% ou moins. OK? Alors, lorsque vous avez fait cette étude, cette recherche et cette réflexion, en fait, c'est plutôt une réflexion qu'une recherche, en fait, il est recommandé de créer des scénarios réalistes afin d'évaluer quelles seront les conséquences de chaque stratégie. Donc, faire un budget de projection. Donc, quelles seront les dépenses, projeter les dépenses qui vont être associées avec les stratégies. Quelles seront les tâches, pour lesquelles les employés ou les bénévoles seront portés à faire? Est-ce qu'il faudra engager des ressources externes? Est-ce qu'il faudra engager des consultants ou des entreprises spécialisées pour organiser un événement quelconque? Quels sont les facteurs importants qui ont pas une nature financière? Donc, est-ce que l'activité est en lien avec la mission, les valeurs et les priorités de l'organisme? Est-ce qu'on veut vraiment organiser des événements qui n'ont rien à voir avec notre organisme? Parce que naturellement, on veut toujours que toutes nos actions soient toujours essentiellement reflètent toujours notre mission et les messages que l'on veut communiquer au public. Et naturellement, dans tout ça, on doit faire on doit projeter des revenus, mais faire des projections qui sont très réalistes. Donc, il faut tenir en compte est-ce qu'il y aurait des pertes, est-ce qu'il y aurait un impact de perte financière ou même de perte de capital social. Et quand je parle de capital social, c'est est-ce que on risque de perdre l'appui non seulement financier, mais l'appui moral des membres de la communauté si on décide de faire une activité versus une autre. Okay. Donc, c'est vraiment faire une analyse très critique de nos stratégies, mais en regardant ces activités de différents angles. Okay. Alors, par la suite, en fonction de cette analyse critique, vous pouvez passer au processus décisionnel et établir le plan pour pouvoir aller de l'avant. Donc, vous pouvez faire un petit peu plus de recherche pour voir, maintenant vous avez choisi vos stratégies, évaluer vraiment la valeur de l'activité,
monter le dossier de l'activité, comment on va le faire. Donc, quand je dis activité, c'est pas seulement une activité d'événements spéciaux, mais vraiment des stratégies. OK? Et naturellement, établir un budget en fonction. Donc, si votre stratégie est de faire 15 sollicitations face à face dans le cadre d'une campagne annuelle, alors il faut établir un budget parce que ça va être du temps à l'extérieur du bureau, de la personne en charge de la collecte de fonds. Donc, c'est du voyagement, peut-être des dîners, des soupers, du café, etc. Et donc, essentiellement, c'est évaluer tous les coûts et naturellement voir est-ce que les coûts afférents à cette activité, à cette stratégie-là, respectent le ratio qui était considéré acceptable. Alors, on vous liste ici à cette page une liste d'éléments à considérer si jamais vous devez aller chercher des fournisseurs externes, donc obtenir des coordonnées de professionnels en collecte de fonds, obtenir des coordonnées, des listes de fournisseurs, si vous devez aller chercher, acheter des articles promotionnels, etc. Quand on parle de la gestion et de la supervision à l'interne, je crois que ça va de soi qu'il faut quand même faire un suivi et s'assurer que le déroulement de la stratégie avance et que c'est en fonction de la planification qui s'est faite. Mais il faut vraiment s'assurer que c'est une question de respect des règlements, que ce soit les règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux. Donc, il ne faut pas se limiter seulement aux lignes directrices de l'Agence de revenus du Canada. Donc, c'est vraiment, on veut s'assurer que l'activité ne va pas à l'encontre, disons, à des règlements municipaux. Donc, il faut toujours regarder à l'ensemble des règlements que l'organisme doit respecter. Donc, à la rigueur, il va falloir procéder à une vérification interne de quels sont les besoins internes pour qu'on puisse procéder à l'activité. Est-ce qu'il y a des politiques à développer? Est-ce qu'il y a comment allons-nous faire la saisie de données, la saisie des dons, etc. Et comment, dans quelles circonstances allons-nous livrer des reçus? Est-ce que vous allez avoir une politique administrative qui fait en sorte que vous allez mettre des reçus, c'est un exemple, mais que, si disons, il y a des organismes qui ont une politique interne qui décident que les reçus vont être émettre pour tout don de 20 $ et plus. Donc, il faut déterminer toutes ces politiques-là. Le quatrième point, la dotation, donc utiliser les stratégies employées pour la conception des tâches. Alors, ce qu'il est très recommandé, c'est de s'assurer de définir les différentes tâches qui devra se réaliser et de répartir le travail de façon équitable pour réduire essentiellement l'impact que ces stratégies auront sur les programmes caritatifs. Donc, par exemple, si c'est une sollicitation face à face, est-ce que ça va être seulement la personne responsable de la collecte de fonds qui va faire la sollicitation face à face ou est-ce qu'il va y avoir des agents de programme qui devront aussi accompagner le professionnel? Et si c'est le cas, bien naturellement, lorsqu'un agent de programme est en train de faire une sollicitation, il ou elle n'est pas en train de livrer les programmes. Donc, il faut analyser et bien organiser le travail pour que l'activité de financement ne vienne pas engendrer dans les plates-bandes essentiellement des programmes et des services que l'organisme est en train doit offrir. Alors, il faut déterminer quelle est la façon la plus rentable, la plus efficace pour gérer toutes les tâches, comment réduire l'impact du financement aux autres programmes, en fonction du personnel que vous disposez, qui est-ce qui a les meilleures compétences ou habiletés pour pouvoir servir les activités de financement sans avoir un impact négatif sur l'organisme. Alors, par contre, il faut faire quand même attention. Il faut toujours, vous avez toujours naturellement recours au personnel qui est responsable des activités de financement. Donc,
lorsque l'ARC recommande fortement de faire attention si vous avez à faire recours à des ressources externes ou à la carte si vous devez engager un agent de financement, votre organisme doit s'assurer que la rémunération ne dépasse pas la juste valeur marchande pour ce service. Donc, si vous engagez un professionnel en collecte de fonds, vous assurez que vous offrez un salaire qui est dans la moyenne, naturellement. C'est quoi la moyenne? Ça, c'est une question qui est plus difficile à répondre. Mais essentiellement, ce que la RC recommande à ce niveau-là, c'est que si, disons, c'est un nouveau poste qui est créé dans votre organisme, il faut évaluer le champ de responsabilité, le champ de compétences que la personne doit avoir afin de répondre aux attentes de ce poste-là. Et même à la rigueur, c'est à vous, vous pouvez effectuer un petit peu de recherche, aller trouver des barèmes de salaire, donc en contactant d'autres organismes d'une taille similaire avec une mission similaire à la vôtre, pour voir, bon, ben sur le marché, avec vos compétiteurs, ils n'ont pas besoin de vous donner le salaire qui paye leur agent de financement, mais au moins, à la rigueur, déterminer c'est quoi le barème pour que ça puisse vous guider un peu sur quelle serait la rémunération acceptable ou moyenne dans votre secteur en particulier. Vous devez aussi établir des processus de réduction de compte, donc que ce soit des rencontres à chaque semaine ou à chaque 2 semaines avec la personne en charge du financement. Question de s'assurer qu'il y a toujours un suivi, que cette personne est quand même encadrée, évaluée et aussi, bon, si jamais il y a pour éviter, essentiellement c'est pour éviter qu'il y ait un non-respect des lignes directrices. Okay? En fait, un petit conseil que je pourrais même vous donner, c'est que lorsque vous avez un nouveau employé ou une nouvelle employée qui commence dans le financement, les lignes directrices devraient être un des documents, des premiers documents à donner à ce nouvel employé. Par la suite, il faut identifier les lacunes une fois que le personnel est attitré. Donc, si vous avez fait la répartition des tâches, des différents employés qui vont aider dans les activités de financement, il faut identifier quelles sont les lacunes. Est-ce qu'il y a une expertise qui est manquante à l'interne? Ou est-ce que c'est juste une question il n'y a pas assez de bras pour pouvoir répondre à toutes les stratégies. Donc, par la suite, il faut considérer, est-ce que vous avez un bassin de bénévoles que vous pouvez aller chercher pour vous aider à réaliser vos activités de financement? Est-ce qu'il y a de l'expertise contractuelle, donc que ce soit des consultants ou des fournisseurs spécialistes en organisation d'événements, etc. Donc, il faut considérer tout ça. Donc, quand on parle des services professionnels externes comme des consultants, faut examiner l'écart de compétences pour ces stratégies-là. Souvent, comme par exemple dans la gestion d'événements, c'est une spécialité d'organiser des événements. Donc, des fois, c'est plus rentable d'engager une ressource externe pour le faire et que ça soit fait de façon professionnelle et rapide que de tenter de faire ça avec très peu de ressources à l'interne. Donc, il faut évaluer l'impact que ça aura dans l'ensemble des activités de l'organisme. Donc aussi, les ressources externes peuvent aussi contribuer à la création de politiques et des outils qui vont essentiellement simplifier votre processus de recherche de financement éventuel. Donc des fois, c'est un investissement à long terme. C'est pas juste un investissement immédiat. Il peut avoir un impact très important pour l'histoire d'un organisme. Si, naturellement, vous sélectionnez une bonne ressource externe et que vous tenez en considération toutes les recommandations qui sont faites par le professionnel. Un professionnel en collecte de fonds peut aussi pour engager des ressources externes, la RC recommande très fortement aussi de faire de la recherche pour déterminer quelle est la juste valeur marchande, quelle est une rémunération appropriée pour le service. Donc, comment qu'on fait ça? Ben, on y va en appel d'offres et vous
tenter d'avoir au moins un minimum 3 devis, 3 soumissions de différents fournisseurs afin de vous assurer que non seulement c'est les personnes compétentes pour vous aider, mais aussi que vous établissez le prix moyen. Donc, des fois, il faut s'assurer que le moins cher n'est pas le moins cher ni le plus cher ne sont pas forcément toujours les meilleurs. Donc, faut juste trouver le juste milieu entre tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici, lancer un appel d'offres, demander à obtenir au moins 3 soumissions. Vous pouvez même à l'interne développer un petit outil d'évaluation, que ce soit un petit tableau de pondération en fonction des objectifs et des expériences et des habiletés particulières en fonction de votre activité de financement. Et par la suite, lorsque vous avez pris la décision finale sur le fournisseur sélectionné, établir un contrat officiel et s'assurer que toute la documentation est gardée, non seulement le contrat avec le fournisseur sélectionné, mais le processus de dotation, donc le processus d'appel d'offres, etc., où ça a été communiqué, où est-ce que ça a été diffusé et tout ça, parce que ça fait partie aussi des pratiques exemplaires que la RC propose, c'est de s'assurer qu'il y a quand même tous les documents qui font preuve que vous avez eu un processus transparent et que vous êtes allé chercher la juste valeur marchande. Alors, naturellement, quoique aller chercher une ressource externe, souvent c'est incontournable et absolument nécessaire et ça peut être un très, très bon investissement. Mais l'ARC recommande très fortement de faire recours aux bénévoles pour des tâches. Peut-être pas toutes les tâches en matière de financement, mais dans le meilleur des mondes, quand c'est possible, d'aller faire recours à des bénévoles. Donc, parce que naturellement, ça contribue à la réduction ou réduire les dépenses liées au financement. Alors, l'ARC reconnaît que il faut quand même bien rôder les bénévoles, il faut les recruter, il faut les former, il faut tout coordonner, tout ce qui est la question des bénévoles et, par exemple, même développer un manuel à l'intention des bénévoles pour qu'ils puissent comprendre quelles sont leurs responsabilités, quels sont leurs postes. Essentiellement, c'est des employés en bonne et due forme. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas rémunérés. Alors, et naturellement, un bénévole c'est un bon public cible pour qu'ils deviennent des donateurs engagés et bien formés pour votre organisme. Donc, il peut avoir d'autres impacts et d'un impact financier, non seulement parce que ça vous a permis de réduire les coûts, mais aussi ça va être des personnes convaincues et convaincantes pour la collecte de fonds. Alors, quand on parle de méthode d'approvisionnement, on est en train de parler de tout ce qui est l'embauche de ressources externes. Donc, l'ARC recommande fortement que naturellement, il faut s'assurer que les fournisseurs n'aient pas de lien de dépendance avec l'organisme. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que il n'y ait pas de lien entre le fournisseur et quelqu'un à l'interne. Donc, par exemple, le président de votre conseil d'administration recommande que vous engagez un fournisseur en particulier parce que ça donne que c'est sa sœur, par exemple. Donc, il faut s'assurer que il n'y a pas de lien de dépendance et que vous payez la juste valeur marchande pour vous assurer que le prix et la rémunération qui va être donnée à ce fournisseur est raisonnable. Mais pour revenir un petit peu sur le lien de dépendance, il est recommandé de ne pas avoir de lien de dépendance, mais par contre, si vous avez eu un processus d'approvisionnement adéquat, donc comme je disais tantôt, si vous faites un processus d'appel d'offres, vous avez reçu différentes soumissions et que vous avez évalué les prospects qui ont été, les soumissions, les devis qui ont été soumis. Alors si en fin de compte, la décision est que la personne qui a un lien de dépendance est le meilleur candidat, alors dans ce cas-là, c'est quand même acceptable, mais il faut juste démontrer que vous avez donné quand même, comme on dit en québécois, la chance au coureur de s'assurer qu'il y avait quand même d'autres personnes qui avaient l'opportunité de présenter une soumission. Donc, ça vous permet d'établir tout ça,
un processus transparent. Donc, c'est ça qu'on cherche à démontrer. Et par la suite, l'évaluation des activités de financement. Donc, j'espère que la majorité d'entre vous faites une évaluation post-mortem, donc une évaluation après événement pour déterminer quels ont été les bons coups, quelles sont les choses à améliorer, etc. Donc, c'est la meilleure façon d'évaluer vos activités. Donc, il faut développer naturellement des méthodes et des outils pour faire une bonne évaluation. Donc, que ce soit une évaluation tant financière, des résultats financiers, mais aussi des résultats qui sont non financiers aussi. Donc, si votre objectif était de ramasser 5 000 mais vous aviez eu des objectifs aussi d'acquisition de donateurs, donc il faut évaluer les choses qui ne sont pas quantifiables comme l'argent. Mais dans votre évaluation, il ne faut pas oublier que d'autres choses à évaluer serait aussi la question de est-ce que l'événement ou est-ce que l'activité de financement a aussi respecté les lignes directrices. Alors, à quel niveau est-ce que vous avez respecté toutes les lignes? Est-ce qu'il y a des pratiques qui ont été mises en place, qui ne respectent pas ou qui pourraient être sujettes à préoccupation de l'ARC? Donc, il faut s'assurer que l'évaluation comprend l'ensemble de tout ça. Donc, et par la suite, bien naturellement, vous pouvez calculer votre ratio. Vous avez fait vos projections au début de l'activité. À la fin, lorsque vous avez comptabilisé toutes les dépenses et les revenus, là, vous pouvez, dans votre évaluation aussi, recalculer votre ratio de financement pour voir si ça a vraiment respecté vos projections qui étaient faites au début de l'activité. Donc, ici, on vous propose plusieurs questions que vous pouvez considérer que dans votre évaluation post-mortem, votre évaluation après votre activité. C'est une suggestion de quelques questions qui peuvent être ajoutées parmi d'autres. Naturellement, on pourrait vous en donner, il pourrait en avoir beaucoup. Naturellement, tout dépend de votre activité. Donc, à chacun à développer ses outils, mais si vous n'avez jamais fait d'évaluation après vos activités, vous avez au moins maintenant ici un point de départ. Donc, c'est un outil que vous pourriez utiliser immédiatement si ça vous en avez besoin. Et par la suite, faire le suivi des dépenses, vous établir une procédure pour suivre les dépenses. Est-ce que vous avez reçu toutes les factures? Est-ce qu'il y a dans les dépenses, est-ce qu'il y aurait des dépenses qui auraient pu être attribuées à d'autres fins? Est-ce qu'il y a des dépenses qui auraient pu être trouvées qui auraient pu être commanditées, etc.? Alors, il faut tout considérer les dépenses et comment bien séparer la dépense. Donc, le calcul entre disons, une dépense en particulier dans une activité. Est-ce que c'est 100% de la facture qui va au financement ou est-ce qu'il y a une partie qui peut aller à un autre poste budgétaire? Donc, pour ce faire, vous pouvez considérer, il y a un test un petit test, un outil que l'ARC a développé, qui est le test de la totalité ou presque, et le test des 4 parties, c'est un petit outil qui vous permet de déterminer si vous pouvez séparer une dépense entre le poste budgétaire de financement et un autre poste budgétaire. Donc, vous pouvez trouver ces ressources-là sur le site de The Charity Files, ou sinon, comme je mentionnais, vous pouvez vous inscrire à l'un des prochains séminaires sur le web dans les prochaines semaines, où on va passer toute l'heure à parler de comment séparer les dépenses de financement. Parce que naturellement, l'objectif, c'est de tenter de réduire les dépenses. Et finalement, la communication sur du financement, donc la divulgation, toute la question de transparence totale sur les activités de financement, elle était très importante. Il y a encore un grand écart dans le secteur bénévole où il y a des organismes qui sont très transparents et d'autres qui le sont moins. Et ce que ça fait, c'est que ça crée une disjonction en fait dans le secteur. Donc, l'ARC recommande fortement de communiquer tous les frais, les revenus, les pratiques de financement, essentiellement tout ce qui est relié à vos activités de financement. Non seulement ça permet de créer un environnement de confiance et de transparence, mais même au niveau de vos donateurs. Les donateurs sont très avertis. Ils sont très avertis, pardon.
ils sont intéressés, ils veulent savoir. Parce qu'en fin de compte, en tant qu'organisme de bienfaisance, ça vaut la peine de communiquer auprès de vos donateurs, car c'est un outil de fidélisation. Et lorsque la confiance elle est établie avec vos donateurs, par la suite, c'est plus facile de continuer à faire du financement et c'est plus facile d'aller chercher les dons. Donc, faut juste s'assurer que les données sont accessibles, elles sont exactes. Considérer que peut-être il y a des gens qui peuvent comprendre des chiffres différemment. Donc, vous pouvez faire donner des états financiers traditionnels ou même utiliser le principe des tartes, en fait. Des tartes, c'est toujours quelque chose qui est très facile, c'est visuel et c'est plus facile à comprendre. Donc, c'est juste des idées de différentes façons que vous pouvez communiquer. C'est différentes façons que vous pouvez communiquer toutes les dépenses. Donc, ça va. Je sais que moi, quand j'ai fait ça dans des organismes, ça a été très, très, très apprécié par les donateurs. Donc, vous pouvez faciliter l'accès en diffusant toutes ces informations sur votre site web, dans votre rapport annuel, à la rigueur même dans vos sollicitations public-postage, si ça fait partie de vos stratégies. Vous pouvez aussi communiquer tout ça dans vos bulletins d'information. Par exemple, si vous faites un bulletin envoyé par la poste ou c'est un bulletin électronique, essentiellement, toute opportunité de communication que vous avez, vous pouvez saisir cette opportunité pour démontrer vos succès sur le financement. Alors, donc, les indicateurs qui montrent l'engagement d'un organisme de bienfaisance relativement à la divulgation, on parle aussi de la déclaration annuelle du T3010. Donc, on est porté, naturellement, il faut divulguer ces informations-là, ça fait partie de la responsabilité. La déclaration annuelle du T3010, elle est affichée sur le site de l'ARC, donc il n'y a pas toutes les informations sur le site de l'ARC. Les informations de nature confidentielle, comme les noms et les coordonnées de vos administrateurs ne sont pas là, mais toutes les informations sur les revenus et les dépenses sont affichées. Donc, une autre chose à communiquer, c'est que vous pouvez même à la rigueur communiquer avec vos donateurs que ces informations sont de nature publique et qu'ils peuvent avoir accès à ces détails-là. Alors, vous pouvez même, je connais il y a beaucoup d'organismes qui affichent sur leur site web les politiques de financement, les politiques d'acceptation de dons, etc. Donc, toutes ces affaires-là qui vont démontrer que vous êtes transparent et que vous êtes ouvert à bien communiquer les vraies choses qui se passent, font en sorte que vous respectez les lignes directrices. Donc, faut toujours bien tout déclarer. Et naturellement, que vous faites recours à des vérificateurs annuellement. Naturellement, on sait qu'il faut toujours soumettre les états financiers vérifiés à l'ARC. Alors, c'est toujours important de divulguer qui sont nos vérificateurs. Le formulaire T3010, vous savez sûrement, vous avez 6 mois pour le soumettre à l'ARC après la fin de votre exercice financier. Donc, il faut s'assurer que c'est fait quand même dans les délais prescrits. 6 mois, c'est quand même, je comprends que c'est souvent quelque chose d'un petit peu compliqué, complexe à compléter, mais par contre, vous avez 6 mois, donc c'est amplement de temps pour le faire. Et naturellement, ça va de soi, on veut s'assurer que les informations sont toujours bien communiquées, que les informations les données sont exactes. Alors, le T3010 doit être signé par un administrateur, donc que ce soit le trésorier ou la présidente du CA. C'est à vous à déterminer qui est la personne qui est attitrée au CA qui pourra signer le T3010. Comme je dis, il faut que ça soit rempli dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice financier. Et comme je mentionnais tantôt, c'est accessible aux donateurs. Mais à la rigueur, vous pouvez même aller regarder les T3010 des organismes où vous donnez vous-même.
Et peut-être un élément qui est très, très, très important en matière de gouvernance au niveau de votre conseil d'administration, c'est de vous assurer que tous les membres de votre conseil est au courant des informations qui sont données, qui sont inscrites et envoyées à l'ARC sur le T3010. Parce que naturellement, comme étant membres du CA, c'est eux qui sont tenus responsables, ils sont imputables si jamais il y a des informations qui sont fausses ou si elles ne sont pas véridiques. Donc c'est important qu'ils soient informés et que vous n'avez pas besoin d'avoir une motion au CA qui accepte le T3010, mais ça serait peut-être pas une mauvaise idée parce que ça va assurer que tous les membres du CA l'ont lu, ils l'ont vérifié, ils ont posé les questions et que par la suite ça a été entériné, essentiellement. Alors, nous voilà dans tout ce qui est le processus de planification des activités de financement. Ça fait l'ensemble de tout. Naturellement, ça c'est juste un des modules de donc, toute la série des outils que nous avons au début de la session. Lors de ce projet, vous n'avez pas eu l'opportunité de participer à un des ateliers face à face, je vous recommande fortement de vous inscrire gratuitement à l'un des séminaires les semaines prochaines. Elles sont toutes faites de cette façon-ci, donc c'est très convivial. Pas besoin de quitter le bureau ou la maison si vous travaillez de la maison. Et vous allez pouvoir bénéficier de toutes les informations plus détaillées de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'était très général, donc vous allez pouvoir bénéficier de toutes ces informations-là. Donc, il nous reste encore du temps. Alors, je suis prête à recevoir toutes vos questions. Alors, si vous avez des questions ou si vous avez besoin que je rentre un petit peu plus dans le détail ou si j'ai mentionné quelque chose trop rapidement, vous pouvez poser votre question dans le petit champ, dans la petite boîte message instantané qui est située au coin droite, au bas. Et donc, je vous invite à envoyer vos messages, vos commentaires ou vos questions et pour moi, je vais pouvoir les répondre. Alors, je vais vous donner quelques instants. Moi, je reste sur la ligne jusqu'à ce que toutes les questions soient posées, que tout le monde soit satisfait. Donc, c'est votre tour maintenant de poser vos questions. Ne soyez pas gênés. Si vous devez par contre quitter tout de suite, parce que je réalise qu'il est maintenant 2 heures et que c'est peut-être votre pause dîner, je vous demanderai s'il vous plaît de cliquer sur ce petit lien ici, le petit sondage. C'est un petit sondage qui prend vraiment 30 secondes à remplir et ça nous permet de faire une évaluation de la session qu'on vient d'avoir et que parce que ça fait aussi partie de notre propre rapport que nous devons faire et envoyer à l'Agence de revenus du Canada. Donc, on apprécierait beaucoup que si vous devez quitter tout de suite de remplir le questionnaire. Ah, excusez-moi, je pense que je vous ai donné la mauvaise information. Vous ne pouvez pas cliquer sur le lien, par contre, lorsque vous allez quitter la présentation, ça va vous amener immédiatement au sondage. Donc, désolé, je vous ai entré en erreur. Alors encore, si vous avez des questions, je vous prie allez-y. Je suis ici pour répondre aux questions. Je vais vous donner quelques minutes si vous voulez réviser vos notes, si vous voulez revoir des diapos pour voir s'il y a des questions qui se présentent. Alors, s'il n'y a pas de questions qui se présentent, alors on va terminer la session. Alors, je voudrais vous remercier encore de votre participation et de vous avoir inscrite à cet atelier. Oh, je crois qu'il y a une question qui s'en vient. On me l'envoie.
Ai-je bien compris que les ouvroirs ne sont pas des activités de financement? Je comprends pas. Ouvroir, je ne crois pas, je comprends pas ce que ça veut dire. Pouvez-vous me donner un exemple un petit peu plus concret? Ah, magasin usagé. OK, je comprends. Non, c'est ça. Même si, c'est pour ça que je disais, nous, on a ouais, c'est ça, ouais. C'est un petit peu comme, disons, l'Armée du Salut qui a un magasin qui revend tous les dons qui ont été envoyés, que ce soit des tables, du linge, etc. Non, exactement, parce que l'ARC considère ça comme une activité commerciale connexe aux activités de l'organisme. Donc, même si c'est relié à la mission de l'organisme, nous, on peut le considérer en tant qu'organisme, on peut le considérer comme une activité de financement parce qu'on sait que c'est une activité de financement. Mais étant donné que tout ce qui est des magasins comme les friperies, etc., étant donné que quand on regarde la définition de c'est quoi un don et la définition de c'est quoi le financement, ça dit qu'il faut avoir une demande de soutien financier. Et un magasin, une friperie, etc., il n'y a pas de demande de soutien financier. C'est essentiellement une opération commerciale. Donc, d'après l'ARC, ce n'est pas considéré pour les fins des dépenses de financement, ce n'est pas considéré comme du financement. C'est une très bonne affaire, c'est exactement ce qu'on veut parce que on veut maintenir les dépenses de financement le plus bas possible. Donc, ça veut dire que les dépenses que l'organisme peut encourir pour opérer le magasin ou la friperie, ça ne sera pas considéré comme une dépense de financement, ce qui est fantastique parce que ça va garder votre ratio le plus bas possible. Est-ce que ça répond à votre question? Bienvenue, Madame Labelle. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, je vous remercie tous et toutes pour avoir participé à cet atelier. Alors, si vous décidez de vous joindre à nous pour les ateliers des 3 prochaines semaines, s'il vous plaît, allez vous inscrire. C'est tout pour le même prix, un petit prix de 0. Et ça va être moi qui va livrer les 3 prochaines formations. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne chance dans vos activités de financement et à bientôt.